La Grèce est au bord de la faillite, le Portugal et l'Irlande sont sous perfusion internationale, l'Italie et l'Espagne sont menacées à leur tour et les marchés en ce moment, vous le savez, dévissent, très inquiets de l'avenir de l'Europe. Dans cette crise, les Européens normalement devraient se serrer les coudes, c'est le chacun pour soi qui prime aujourd'hui. Alors risque-t-on un krach, une crise gravissime qui emporterait toutes les économies européennes alors que la contagion nous guette? Que faut-il faire pour stopper cette spirale infernale dans laquelle est notamment emportée la Grèce? Faut-il sortir de l'euro? Est-ce la solution miracle? Nous posons toutes ces questions à nos invités. Je vous les présente tout de suite. Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Debout la République, auteur, et je montre tout de suite votre livre, de l'euro, les banquiers et la mondialisation. C'est aux éditions du Rocher. Et vous défendez une sortie de l'euro. Il faut donc abandonner l'euro et revenir au franc. Vous nous expliquerez pourquoi. Liam Angnok, bonsoir. Vous êtes économiste, député européen, groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, membre de la Commission des affaires économiques et monétaires, et vous défendez l'euro. Jacques Nikonov, bonsoir. Vous êtes professeur associé à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, ancien président d'Attac et auteur de Sortons de l'euro, et c'est aux éditions Millennium. Et puis avec nous Nicolas Barré, bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction des Échos. C'est donc la cacophonie en Europe. Il faut sauver la Grèce, mais les Européens ne sont pas d'accord sur les moyens. Les ministres des Finances de la zone euro se sont retrouvés lundi et mardi à Bruxelles. Ils ne sont pas parvenus à un accord. Du coup, l'organisation d'un sommet d'urgence de la zone euro n'est plus à l'ordre du jour. On avait évoqué un probable sommet ce vendredi. Apparemment, de sources allemandes, il n'en est plus question. Le point avec Clovis Caselli. L'Europe au pied du mur, une fois de plus. La crise en Grèce se poursuit et les risques de contagion font rage. En ligne de mire, l'Italie et même l'Espagne. Les réunions se multiplient, mais toujours pas de solution claire. À Bruxelles, les ministres des Finances de la zone euro se sont retrouvés. François Baroin a voulu retenir le positif. Nous avons développé la flexibilité du Fonds européen de stabilité financière. Nous avons donné une gamme encore plus large pour les gestionnaires de ce fonds concernant la maturité des prêts, concernant la baisse des taux. Ça veut dire des outils supplémentaires pour les pays en difficulté qui font des efforts, qui mènent des politiques publiques qui sont exigeantes, rigoureuses, socialement parfois même difficiles. Avec l'aggravation brutale de la crise de la dette, l'Europe doit agir et vite. Si les marchés acceptent toujours de prêter à l'Espagne ou l'Italie, c'est à des taux d'intérêt qui se sont envolés. À Rome, le gouvernement Berlusconi a promis l'austérité, mais des réformes profondes sont nécessaires. L'Italie a un secteur industriel étoffé, du tourisme, une agriculture riche et variée. Structurellement, c'est fort, même si le pays a aussi des déficits importants. Il y a aussi le problème du travail au noir, qui semble-t-il représente près de 15% du produit intérieur brut. Et bien sûr, cela doit changer. Unanimes sur le fait que la situation est critique, les dirigeants européens sont divisés sur la conduite à adopter. La Banque centrale européenne interdit tout défaut de paiement. Mais vu la gravité du dossier grec, plusieurs pays exigent de la souplesse. C'est le cas de l'Allemagne, de la Finlande et des Pays-Bas. Et il semblerait que leurs arguments en aient convaincu d'autres mardi à Bruxelles. La possibilité d'un défaut de paiement n'est pas exclue. Bien sûr, la BCE a dit qu'elle ne change pas de position. Mais les 17 ministres n'excluent plus cette possibilité. Donc notre cadre de travail s'élargit, on a davantage d'options. La chancelière allemande Angela Merkel mène le combat pour que les banques privées contribuent au renflouement de la Grèce. Mais Jean-Claude Trichet, le président de la BCE, y est farouchement opposé. De son côté, le Français Michel Barnier propose de museler les agences de notation. Le commissaire européen souhaiterait leur interdire d'évaluer des pays qui bénéficient d'un plan d'aide international. Le but, tout faire pour éviter la spéculation. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que l'Europe court aujourd'hui à la faillite? On voit la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et maintenant l'Italie. L'Italie qui est au cœur de la zone euro. C'est fini l'Europe? Mais non, c'est l'entêtement de dogmatique à vouloir imposer l'euro et à le sauver coûte que coûte qui est en train de ruiner l'Europe. On inverse tout. J'entendais, je lisais les journaux ce matin, la crise de la dette, comme si elle était tombée du ciel. Pourquoi la Grèce, par exemple, que je connais bien, n'arrive pas à s'en sortir? C'est parce que justement, elle a comme monnaie l'euro, qui lui empêche d'exporter ses produits, d'avoir des touristes, et la conduit à importer toujours plus, parce que l'euro est une monnaie beaucoup trop surévaluée, beaucoup trop chère pour la compétitivité, c'est-à-dire la structure de l'économie grecque.
Et ce qui est en train de se produire, ça s'est déjà produit dans l'histoire économique et monétaire. C'est ce qui s'est passé avec l'Argentine. L'Argentine était accolée au dollar, elle voulait rester accolée au dollar. Et puis la monnaie l'a étouffée, l'a tuée. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis de la zone dollar, et ils ont fait défaut sur une partie, et ils ont redémarré. Vouloir imposer la même monnaie avec une direction allemande, c'est-à-dire une monnaie faite pour un pays très compétitif, à des pays qui le sont moins, qui n'ont pas la même histoire sociale, la même productivité, la même industrie, est une hérésie économique. Et l'Europe est confrontée au mur de la réalité. Et comme elle ne veut pas voir ce mur, elle essaye de trouver des solutions. Alors d'abord, on a déversé plein d'argent, on l'a pris aux contribuables. Les Français seront heureux de savoir qu'on a versé 17 milliards d'euros à la Grèce. J'étais le seul à l'Assemblée à dénoncer ça. 17 milliards d'euros, et au même moment, on supprime les policiers, les enseignants, les infirmières dans nos services publics. Très bien. Et mais cet argent sert à rien, puisque la Grèce, il faut qu'elle sorte de l'euro, qu'elle fasse défaut sur une partie de sa dette, qu'elle reconstitue sa force économique et qu'elle ait enfin une économie productive. Alors, mais non, dire que l'Europe n'a pas de sens. Pardonnez-moi, mais l'Europe a existé avant l'euro et existera après, heureusement. C'est la fin d'une absurdité économique qui a été prise comme un moyen pour certains d'aller vers une Europe supranationale complètement illusoire. On va revenir à une Europe des nations et des projets. On a fait Airbus sans l'euro, on a fait Ariane sans l'euro, on a eu la réconciliation franco-allemande sans l'euro. Arrêtons ces balivernes. Mais est-ce qu'on ne va pas revenir aussi à une Europe à plusieurs vitesses? Si par exemple l'Allemagne revient au Deutschmark, l'Espagne à la peseta, par exemple, les importations allemandes seront pénalisées alors, à ce moment-là. L'Allemagne a un excédent. Et l'économie allemande aussi. Hein. L'Allemagne a un excédent ce mois-ci, je crois, vous me contredirez peut-être, de 12 ou 16 milliards d'euros. La France a un déficit de 7 milliards. C'est colossal. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'on a très bien vu une monnaie unique sur des économies différentes, ça favorise le plus puissant et ça défavorise les autres. Et moi, je ne propose pas de revenir en arrière. Je propose un système monétaire européen avec un euro monnaie de réserve et puis des monnaies nationales qui peuvent fluctuer tous les ans. C'est comme ça qu'on y arrivera. Nicolas, et vous verrez, on arrivera à ça. Nicolas Barré, c'est la faute de l'euro, comme le dit Nicolas Dupont-Aignan, ce qui se passe aujourd'hui? Les difficultés de la Grèce, et la Grèce, effectivement, de fait, est en état de faillite. C'est pas à cause de l'euro. Ah bon? On sait très bien que depuis des années, depuis des décennies, la Grèce s'est enfoncée dans l'endettement parce qu'elle a une classe politique d'une faiblesse absolument incroyable. Il y a un système fiscal qui ne fonctionne pas. On tolère la fraude fiscale, la corruption. C'est un pays qui a vécu pendant des années et des années au-dessus de ses moyens, qui s'est surendetté et qui aujourd'hui, effectivement, est exsangue. Mais c'est pas. Mais alors vous voulez dû à pour la l'euro. Grèce? Pardon? Vous voulez que les citoyens européens payent pour la Grèce? Si je rentre dans votre... Je prends un autre exemple. L'Espagne était très bien gérée. Les difficultés de la Grèce ne proviennent pas de l'euro en tant que tel. Ah bah si. Ça provient de la faiblesse d'une classe politique qui a laissé filer les déficits. Qu'est-ce qui se passait avant l'euro? Ils dévaluaient leur monnaie, ils assumaient leurs erreurs. Et il n'y avait pas de problème. Regardez l'Espagne, parce que vous dites ils ont mal géré. L'Espagne était très bien gérée, c'était le modèle de la Commission européenne, excédent budgétaire. Il y a eu l'euro, les taux d'intérêt réels étaient très, très faibles, il y a eu une bulle d'endettement et aujourd'hui l'Espagne est en faillite. C'est l'euro qui a créé ces déséquilibres. C'est ça que vous ne voulez pas voir. C'est la faute de l'euro? Dans le cas de l'Espagne, pas du tout. On est en train de mélanger beaucoup de choses. Moi, je vais répondre directement à votre question. Est-ce que l'Europe est au bord de la faillite? La réponse est que les situations sont extrêmement diverses. L'Espagne n'est pas au bord de la faillite. Son taux d'endettement est raisonnable, il est autour de 60%. Mais aujourd'hui, l'Italie... La Grèce a un problème. L'Italie a sans doute un problème. La France n'a pas de problème pour le moment. L'Italie a un gros problème quand même aujourd'hui. C'est 1900, je ne sais pas si vous pouvez voir les chiffres, c'est quand même la dette publique représente 1000 milliards, c'est ça? Et la France? Non, je parle de l'Italie. Oui, l'Italie a un gros problème aujourd'hui. Ils sont à 120% de... Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que les situations sont diverses. Mais le vrai problème, c'est pas euro, pas euro, ou pas euro. Les Britanniques ne sont pas dans l'euro. Ils appliquent les mêmes politiques qui, aujourd'hui, font problème dans la zone euro, qui sont des politiques d'austérité qui sont absolument incongrues. Et les Britanniques vont subir des problèmes de dette, non pas parce que c'est la faute à la livre ou à l'euro, ils sont pas dans l'euro, mais parce qu'ils ont une mauvaise politique économique. Le vrai débat aujourd'hui, c'est quelle est la norme de politique économique que doivent afficher les différents États, qu'ils soient dans ou pas dans l'euro, pour convaincre tout le monde, y compris les marchés, que la meilleure façon de réduire les déficits, c'est certainement pas les politiques d'austérité. Et là, on est en train de se mordre la queue, parce qu'on a mis en place des mécanismes de solidarité. Mécanisme européen de stabilité, ça a été voté dans la modification du traité. On a un fonds de stabilité financière, on a ce qu'il faut pour créer des eurobonds, c'est-à-dire des emprunts européens pour
bientôt mobiliser l'épargne européenne pour financer les dettes souveraines. Le gros problème, c'est que la contrepartie exigée à ça, c'est des politiques qui sont en train de passer la corde autour du cou de tous les pays et qui n'ont aucune chance de relancer leur croissance. Et sans croissance, c'est pas de recette fiscale. Nicolas Dupont-Aignan vous dira qu'en sortant finalement de la zone euro, si par exemple la Grèce revenait au draft, ça lui permettrait justement de relancer sa croissance, relancer ses exportations. Hein. Oui, mais est-ce que la Grèce a intérêt à sortir de l'euro aujourd'hui? Il y aurait deux intérêts pour un pays à sortir de l'euro. Le premier, c'est de gagner en compétitivité en vendant moins cher, puisque en dévaluant, on a une compétitivité prix plus importante. Qu'est-ce que la Grèce a à vendre, à part du tourisme et de l'huile d'olive aujourd'hui? C'est déjà pas mal. Est-ce que ça va lui relancer sa croissance avec ça? C'est pas forcément évident. Deuxièmement, le deuxième intérêt, c'est de pouvoir faire fonctionner la planche à billets et financer sa dette souveraine avec de la monnaie nationale et avec sa propre banque centrale. Mais le gros problème, c'est qu'ensuite, si vous revenez sur les marchés, et vous avez des traites à honorer en euros, comme votre monnaie a dévalué, vos charges de la dette vont exploser. Donc, il y a du pour et du contre. Et l'euro, l'avantage de l'euro quand même, on le souligne trop peu, c'est que ça nous évite des tournants type rigueur en 1983 en France, des histoires de contraintes extérieures, etc. Aujourd'hui, avec l'euro, la France peut parfaitement relancer sa demande avec un déficit extérieur de 60 milliards par an. Ça se voit beaucoup moins. Oui, mais ça, un jour, ça va se payer. Ça se voit beaucoup moins. Ça se voit pas, c'est vrai, on met la poussière sous le tapis, et ça se verra un jour comme en Grèce, ou en Italie, ou en Espagne. Oui, mais tout. On n'est pas obligé de faire de la rigueur, c'est bien ça le débat. On peut raser gratis aussi. Jacques Mykonos, est-ce qu'il faut sortir de l'euro? Vous pensez que oui? Oui, c'est évident. Alors, je réponds à votre question. Est-ce que l'Europe est en faillite? Moi, je dirais, c'est pas l'Europe qui va vers la faillite, c'est l'Union européenne, et plus précisément la zone euro. Il ne faut pas oublier que le continent européen rassemble 49 pays, que l'Union européenne n'en rassemble que 27 et que la zone euro 17. Alors, ne mélangeons pas, je pense, les notions. Vous dites, moi je pense en réalité que ce n'est pas l'Europe qui va faire faillite, ni l'Union européenne, mais ce sont les Européens. Parce que quand vous regardez ce qui se passe dans tous les pays, les plans d'austérité qui s'abattent sur les populations, et pas seulement en Grèce, c'est en Irlande, c'est en Espagne, c'est en Italie en ce moment, c'est en France. Il y a partout une dégradation de la situation des populations. Et pour quelle raison? Parce que c'est lié, ces politiques d'austérité sont liées aux politiques générales de l'Union européenne et à l'euro lui-même, aux contraintes que fait peser l'euro sur les économies des pays qui en font partie. Alors, nous, au mouvement politique d'éducation populaire, le MPEP, on propose la sortie de l'euro. On propose une sortie de gauche de l'euro. Parce que, quelle est la différence? Nous pensons que tout n'est pas lié à l'euro et qu'il faut sortir de l'euro, mais ça ne suffit pas. Il faut absolument sortir de l'euro. C'est une condition indispensable pour retrouver la souveraineté monétaire. Il n'y a aucune raison que les États soient privés d'un instrument majeur de la politique économique qu'est l'instrument monétaire. Pour quelle raison? Nous ne sommes pas d'accord. Il faut donc reprendre en main la politique monétaire dans chaque pays, sortir de l'euro. Mais ce qu'il faut faire en plus... Vous dites que les États, finalement, doivent retrouver leur souveraineté, mais d'autres, et Nicolas Barré me dira si c'est exact ou pas, d'autres disent au contraire qu'il faut peut-être plus de fédéralisme et que justement le problème aujourd'hui de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance économique. Vous avez des pays qui ne sont pas d'accord pour le fédéralisme. Vous avez l'Allemagne, en premier lieu, qui n'acceptera jamais cette solution. Est-ce que c'est pas une faillite de l'Europe, Nicolas Barré, là, justement, les Européens qui ne sont pas solidaires entre eux, du chacun pour soi? Est-ce que c'est pas ça aussi aujourd'hui le problème? Si, ouais, certainement. Le fait qu'il y ait insuffisamment de solidarité européenne renforce la crise, attise la spéculation, et donc effectivement, à court terme, c'est quelque chose qui favorise la crise qu'on voit se dérouler sur les marchés, etc. Simplement, quand on dit que certains pays ou que l'Europe est en faillite à cause de l'euro, je crois qu'il faut vraiment distinguer des situations entre des pays qui sont très différents. Vous prenez l'Irlande, qui aujourd'hui est en quasi-faillite, ou qui a été en quasi-faillite. Pourquoi? Au début de la crise financière en 2008, l'Irlande avait un budget à l'équilibre, tout allait bien. Et puis il y a eu cette crise financière qui était due
des prêts bancaires inconsidérés au secteur immobilier, une bulle immobilière, donc qui n'a rien à voir avec l'euro, qui a plus à voir avec l'absence de surveillance du secteur bancaire, avec des prêts délirants, etc. Le secteur bancaire de ce pays s'est trouvé en faillite et l'État s'est retrouvé obligé de recapitaliser les banques et est passé en une année de l'équilibre budgétaire à un déficit de 32% du PIB. L'euro n'est pas responsable de la situation particulière en Espagne et en Irlande, ou qui ont des proximités. Nicolas Dupont-Aignan dit si, c'est l'euro qui est responsable. Attendez, non. Mais il y avait un défaut de surveillance, premièrement, mais surtout, c'est que l'euro les empêche de résoudre les problèmes. Et c'est ça la question principale. Parce que si l'Espagne et la Grèce avaient l'instrument monétaire à leur disposition, s'ils n'étaient pas corsetés par les politiques néolibérales, ils pourraient s'en sortir. Or, aujourd'hui, il y a le cas. Nicolas Dupont-Aignan. Juste, il y a des cas, parce qu'on parle comme s'il n'existait rien en dehors de la zone euro. Il y a plein de pays qui fonctionnent sans la zone euro. L'euro, sortir de l'euro et la clé. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. La Suède a un taux de croissance magnifique de 4% cette année. En Grande-Bretagne en ce moment. Attendez. Je finis juste. Sauf que les taux d'intérêt sont 2 fois moindres. Reprenons la Grande-Bretagne. Les taux d'intérêt sont 2 fois moindres que pour l'Espagne, alors qu'il y a un déficit plus important en Grande-Bretagne. Et pourquoi ? Parce que les marchés... Parce que la Banque centrale intervient. Eh bien sûr. Parce qu'ils ont retrouvé, comme le dit M. Nikonov, leur liberté. Parce qu'ils ont dévalué de 20% la livre. Que les derniers chiffres montrent que la production industrielle est repartie en Grande-Bretagne. Si tout le monde évalue, ça revient au même. Hein. Oui, sauf que, excusez-moi, les Chinois le font, les Américains le font, les Suédois le font, les Polonais le font. Et quand vous regardez les choses, ceux qui ne le font pas, c'est l'Allemagne qui ne le veut pas. Et c'est bien compréhensible, l'Allemagne n'en a pas besoin. Mais pourquoi diable voulons-nous tous fonctionner comme l'Allemagne alors que nous n'avons pas la même économie ? Les Suédois sont ouverts sur le monde. Les Suédois ont 4% de croissance cette année. Les Suédois ont un fort niveau de protection sociale. Et les Suédois sont un petit pays. Et comme moi je dis, la France peut sortir de l'euro, retrouver sa liberté monétaire, investir dans des programmes de recherche, ne pas avoir cette politique de déflation. Regardez l'Islande. On veut faire croire aux Français et aux Européens qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est faux. Ils ont mis sur des rails automatiques dans un système totalement absurde pour tous les économistes sensés du monde. Ils ont voulu imposer une monnaie unique sur des économies différentes. Ça ne peut pas marcher. On va lui donner la parole à Libre Vote. Arrêtons de faire croire aux gens ça ne peut pas marcher. Ce qu'a dit Nicolas, c'est intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Et rapidement, on va faire une petite pause. Oui, c'est intéressant parce qu'on est au cœur du débat politique. Il dit sortir de l'euro, ça ne suffit pas, il faut autre chose. Moi, je dis rester dans l'euro. C'est intéressant, mais ça suffit pas. Et c'est exactement le même débat. Que vous soyez ou pas dans l'euro, le problème, c'est quelle politique vous menez. Et le vrai débat, c'est quel est le projet politique. Oui, mais justement, défendent un projet souverainiste. Je pense mais nous défendons un projet fédéraliste. Nous défendons un projet fédéraliste. C'est pas possible. Et pour que les deux projets aboutissent à la limite, là, je vais essayer de vous réconcilier. Vous êtes seul à le défendre, c'est ça le problème. Non, je suis pas le seul à. Les Allemands n'en veulent pas. Alors, quand vous convaincrez les Allemands de payer pour la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la France... on a des mécanismes de solidarité qui sont en train de se mettre en place. Et le vrai débat, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est que fait la Banque centrale. C'est que fait la Banque centrale. Et c'est qu'est-ce qu'on fait de nos politiques budgétaires. On fait une pause et puis on se retrouve pour la deuxième partie du débat. Un débat donc consacré à la situation dans la zone euro. L'Europe qui semble courir à la catastrophe. L'Italie et l'Espagne sont à leur tour menacées par la crise. Que faire dans l'immédiat pour éviter le pire ? Eh bien, c'est la question que nous poserons à nos invités dans la deuxième partie du débat. Tout de suite.